Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Benjamin Combe, je suis fondateur et coordinateur réseau aux Ateliers Durables. Et aujourd'hui, je vous accueille avec à mes côtés des membres du réseau qui seront là pour animer ce webinaire avec moi autour de la prévention des violences et du harcèlement sexiste et sexuel, notamment avec Élodie Brisset. Bonjour Élodie. Bonjour tout le monde. On aura également François et Marine qui vont pouvoir intervenir et nous donner leur éclairage. Bonjour. Bonjour. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Voilà, vous pouvez vous présenter sur le chat. Je vois que ça commence déjà à démarrer. Il y en a certains qu'on connaît, certaines qu'on connaît aussi. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Et puis si voilà, peut-être si vous êtes directement sur ce poste-là spécialisé ou si vous êtes peut-être sur des sujets un peu plus larges, ça nous permettra un petit peu de savoir voilà qui on a comme public aujourd'hui. Voilà, côté technique. J'ai l'impression que tout fonctionne, mais si vous avez des problèmes de son ou choses comme ça, vous n'hésitez pas aussi à l'indiquer sur le chat. On pourra vous rediriger avec l'équipe technique. Donc, on a une petite heure devant nous pour traiter de ce sujet. En fait, c'est venu parce qu'on a souhaité mettre en place une enquête. Il y a 6 mois, on a commencé à en discuter avec Élodie, Marine, Léonie, d'autres personnes du réseau pour essayer de clarifier parce qu'on recevait de plus en plus de demandes sur ce sujet, de sensibilisation, de formation, mais on avait aussi des remontées de beaucoup de gens du terrain qui nous disaient que il y avait des signalements, des enquêtes, et on voulait savoir un petit peu essayer de proposer un état des lieux et voir où est-ce que vous en étiez, quels étaient les besoins que vous pouviez avoir. Donc, c'était le sens de cette enquête qui nous a donné quelques résultats, on va dire, un peu surprenants, au départ assez convergents, et puis en fait, quand on regardait les verbatim, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient très différentes des résultats quantitatifs. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, en fait, il faut vraiment qu'on prenne le temps de décrypter ça, et c'est ce qu'on va faire, aujourd'hui. Merci, je vois que on a des personnes qui sont psy du travail, des gens qui sont dans des postes, dans des centres hospitaliers. Super. On va pouvoir, je crois que Marie nous parlera justement d'une expérience dans un centre hospitalier aussi. Donc, on aura, n'hésitez pas à nous donner aussi des exemples tout en gardant la confidentialité, ça sera intéressant. Voilà, pour cette introduction, on va démarrer, je vais lancer la présentation. Peut-être qu'on peut, se présenter rapidement. Élodie, peut-être si tu veux te présenter. Oui, j'étais en train de me moucher. Alors, donc, je m'appelle Élodie Brisset, je suis psychologue sociale, et donc oui, consultante, c'est ce qui est indiqué. Donc, risques psychosociaux, qualité de vie, conditions de travail, et effectivement, dans le champ des RPS, comme vous devez peut-être le savoir, le sujet des relations interpersonnelles, des parfois violences, incivilités au travail, voilà, fait partie voilà, des sujets que je balaye, que ce soit en tant que formatrice, mais aussi en tant que diagnostiqueuse, on va dire, et accompagnatrice de projets. Voilà. Marine, François, peut-être vous le présenter aussi rapidement, l'occasion. Oui, très bien, je prends la suite. Bonjour à toutes et à tous. Marine Doyon, je suis consultante et formatrice en qualité de vie, conditions de travail et spécialisée sur les questions d'égalité professionnelle et de violences sexistes et sexuelles au travail. Je suis issue du réseau de l'ANACT, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis François, je suis consultant et formateur sur globalement les enjeux relatifs au genre, donc lutte contre les violences sexistes et sexuelles, égalité de genre et inclusion des personnes LGBTQIA+ au travail et dans toute autre structure. Et je viens du secteur associatif, notamment d'un centre de ressources qui s'appelle le Centre Hubertine Auclair. Je ne sais pas si certaines ou certains connaissent, centre de ressources sur les questions d'égalité. Merci François, merci Marine. On fera appel à vous pour vos éclairages sur quelques sujets au cours du webinaire. Un petit mot peut-être pour présenter les ateliers durables. Ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis 2013. On a un réseau d'intervenants à la fois sur les sujets de qualité de vie au travail, de santé au travail, de transition écologique. On est société à mission depuis l'an dernier, avec pour mission de connecter le travail aux enjeux de société, avec des temps d'échange et de formation. Voilà, pour à la fois favoriser le bien-être au travail, mais aussi pour travailler à la transformation des organisations vers des modèles plus durables et plus inclusifs. Donc cette mission, c'était un long travail de 2 ans de devenir entreprise à mission. Elle nous oblige, on essaie au maximum chaque année de réfléchir et de penser quels sont les sujets qui aujourd'hui dans la société impactent nos manières de travailler,
et peuvent notamment générer du mal-être au travail. Donc, on travaille sur ces sujets-là, on réfléchit à des nouveaux sujets chaque année. Donc, voilà, il y a des créations. Donc, chaque année, on travaille sur de nouveaux sujets, la santé des femmes, la santé auditive, tout ça, c'est ce qui a été développé cette année autour de l'intergénérationnel, des sujets aussi autour des questions environnementales, voilà, autour des enjeux de l'IA, bien sûr, la santé mentale, neurodiversité. Voilà, je cite, voilà, pour vous donner quelques idées et avec cette ambition, on va dire, d'instaurer à chaque fois un dialogue au sein de l'entreprise pour qu'il y ait un espace pour pouvoir discuter de ces sujets avec un intervenant extérieur qui vient et qui peut voilà, faire un peu ce rôle de médiation pour éclairer, donner des conseils aux collaborateurs, mais aussi les aider à prendre du recul sur certains sujets. On est principalement un organisme qui organise des ateliers, donc des formats de sensibilisation courts. C'est à peu près 3/4 de notre activité. On organise des événements aussi, des journées, mais on est aussi organisme de formation certifié Calliope. Donc, c'est toute la partie consolidée. Alors, c'est un petit peu, là, vous voyez, il y a pas mal d'actions, mais voilà, activer, c'est vraiment cette première partie, sensibiliser, c'est ce qu'on fait le plus clair de notre temps. Consolider avec une partie plutôt formation, à la fois pour les managers et pour les salariés. C'est des formats sur lesquels on nous appelle de plus en plus, voilà, qui vont de 3 heures à 2 jours, 3 jours des fois de formation sur certains sujets. On est, c'est vrai, beaucoup sollicité depuis, on va dire, 18 mois sur les questions des RPS, du harcèlement, de la gestion des conflits. Ce sont des sujets qui reviennent beaucoup et c'est vrai qu'on a un réseau assez dense d'intervenants et de formateurs, formatrices sur le sujet. Au fur et à mesure, ces projets de formation ont appelé des projets un peu plus longs d'accompagnement, notamment la réalisation d'enquêtes et d'audits, puisqu'on avait chez nous des formateurs et formatrices qui étaient aussi auditeurs ou voilà, aussi diagnostiqueurs, ou comme par exemple Elodie qui est avec nous aujourd'hui, et qui peuvent mener ce type d'enquête dans vos entreprises. Aujourd'hui, le programme, on va clarifier un peu les termes autour de ces notions de VHSS avec Elodie qui va pouvoir vous expliquer un petit peu le continuum, comment tout ça s'organise. On va parler de notre enquête, évidemment, vous donner les résultats et ça va permettre à partir de cette enquête de décliner plusieurs idées reçues qu'on constate, qu'on observe sur le terrain et voir comment on peut les corriger et justement essayer de mettre en place ce qu'on disait, c'est-à-dire on va dire un système qui soit vraiment bien pensé pour que les gens se sentent libres de parler. Et on vous présentera également comment, de quelle manière, nous, on peut, aux ateliers durables, vous accompagner. Mais avant toute chose, je voulais aussi qu'on prenne un peu la température de votre côté et voir où vous en êtes et quels sont vos inquiétudes ou quels sont vos sujets là-dessus. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est soit de scanner ce petit QR code que vous avez sur la gauche si vous avez votre téléphone à côté, soit vous ouvrez un onglet sur la droite et vous tapez menti.com et vous rentrez le code qui est là, indiqué. Et vous allez voir des questions qui vont être rapidement posées. Vous aurez 3 questions à laquelle vous allez pouvoir répondre. Et moi, de mon côté, je vais pouvoir partager avec vous les réponses. Alors, il y a toujours un petit temps de décalage. Je vais partager mon écran pendant que on va peut-être avoir des premières réponses qui vont arriver. Donc, je redonne le code pour ceux qui sont peut-être encore un peu en retard. Menti.com, le code c'est 21 48 09 75. Je vais peut-être le remettre dans le chat. Voilà, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a 3 questions qu'on va vous poser. La première, c'est quel est le premier levier mis en œuvre pour améliorer la prévention des VHSS dans votre organisation? Attends un petit peu qu'on ait... Voilà, les réponses arrivent. C'est parfait. Alors, peut-être déjà un premier retour, Elodie. Je ne sais pas si tu vois les réponses avec moi.
Oui, pour préciser effectivement que la question c'était, enfin, pour être sûr que tout le monde l'a bien entendu dans ce sens-là, mais qu'est-ce qui aujourd'hui est l'action, le type d'action, la typologie d'action la plus investie dans votre organisation? Parce qu'il est possible effectivement que plusieurs types d'actions soient mises en œuvre, évidemment. Alors effectivement, il y a une polarisation sur la sensibilisation des salariés. C'est ce qu'on observe souvent, nous aussi. Ouais. Souvent, on commence par ça. C'est la première étape quand une organisation nous contacte. Ouais. Okay. Et la formation aussi des référents et référentes et des managers. En deuxième temps. Plutôt sur la montée en compétences et l'élévation du niveau de conscience, en fait. Aussi certaines structures où il n'y a rien qui a été mis en place, de ce que je vois aussi. Oui. De réponse de cet ordre-là. Ok, je vous pose la deuxième question. Si vous voulez répondre, ça va s'afficher sur votre écran. Au cours des 12 derniers mois, votre organisation a-t-elle reçu des signalements liés au VHSS? Est-ce que le terme VHSS est clair pour tout le monde? Peut-être tu peux le réexpliciter, Élodie. Oui, du coup, c'est bien en parallèle. Oui, pour égaliser peut-être les repères qu'on va utiliser, peut-être que certains le savent et d'autres pas. Donc, le sigle VHSS, il s'inscrit déjà dans la définition de l'OIT, qui, depuis 2019, en fait, porte ce terme pour justement distinguer le harcèlement comme une forme spécifique de violence et justement de ne pas réduire les violences de genre aux seules agressions, on pourrait dire, les plus visibles, les plus graves, comme bien sûr les viols ou les coups qui peuvent exister, bien sûr. Mais l'idée, c'est de vraiment mettre en avant aussi cette autre forme de violence très présente aussi dans les différentes sphères de vie, en fait, pas qu'au travail d'ailleurs. Donc, on a quand même pas mal d'organisations qui sont présentes là, qui ont déjà eu des cas. Donc Oui. Oui, et puis j'ai oublié de dire, mais le SS du VHSS, il y a sexiste et sexuel, violence et harcèlement sexiste et sexuel, c'est-à-dire qu'on a effectivement la dimension aussi, comme on le disait, des rapports de genre, des stéréotypes, pas seulement en tout cas des phénomènes jugés comparativement les plus graves, encore une fois, comme les agressions sexuelles ou le harcèlement sexuel. Oui. Et c'est vrai que moi je suis surpris parce qu'on a beaucoup parmi vous qui ont répondu oui, et je constate en même temps que sur le terrain, nous on a aussi des organisations de plus en plus même assez petites où en fait il y a quand même assez vite elles s'emparent du sujet parce qu'il y a des premiers cas qui peuvent se présenter. Même dans des petites structures, il y a un besoin à un moment de formaliser. Dernière question qu'on vous pose, si une salariée ou un salarié venait signaler une situation de harcèlement demain matin, votre organisation saurait-elle exactement quoi faire? Merci, je vois les réponses qui arrivent. Pas mal d'improvisation. Mais principalement, vous répondez quand même principalement, on a une procédure, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit bien connue ni opérante. C'est un point qu'on va sans doute, sur lequel on va insister avec Élodie, de faire voir ce distinguo entre la procédure, les procédures quand elles existent et comment elles sont activables et efficaces. Ok. Merci pour vos retours. Je vous propose qu'on continue à analyser tout ça avec Élodie et faire peut-être les premières informations sur notre propre enquête qu'on va vous donner. Et avant ça, juste peut-être revenir très rapidement sur ce que tu disais, le continuum aussi VHSS. Alors, si le document peut apparaître. Hop. Voilà, super. C'est quand même un terme parapluie, VHSS, qui regroupe finalement, des propos, des attitudes, des comportements à connotation sexiste ou sexuelle, comme on l'a dit, mais qui vont porter, et c'est ça qui
qui rassemble toutes ces typologies de comportements, de conduite, qui vont porter atteinte à la personne, en fait. Et donc, ça peut aller effectivement des agressions sexuelles, des gestes non consentis, jusqu'aux humiliations, des propos déplacés, répétés, des insistances à connotation sexuelle, toute forme de harcèlement à caractère finalement sexuel ou sexiste. Et donc, quand on parle de caractère sexiste, finalement, on retombe dans la dimension discriminatoire, hein. Le harcèlement discriminatoire à connotation sexiste, donc c'est-à-dire une forme finalement de harcèlement moral à connotation sexiste. Et bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais peut-être que vous le savez, le harcèlement discriminatoire n'a pas besoin d'être répété pour être constitué. Un fait grave, comme dans le cas du harcèlement sexuel, peut suffire à caractériser la situation comme telle. Et donc, ça va inclure aussi ce terme de VHSS, les conduites plus, alors on pourrait dire générales, pas forcément ciblées, qui vont être liées justement aux stéréotypes de genre. Alors, c'est là où on aborde le spectre du sexisme ordinaire, hein, qui va du sexisme dit hostile, les remarques, par exemple, dégradantes sur les rôles de genre, que ce soit en direction des hommes ou des femmes, mais aussi le sexisme plus subtil, on va dire, moins frontal en tout cas, dit masqué, comme par exemple l'interruption systématique de la parole, refuser de saluer. Nous, on l'a vu hein, sur certains terrains masculinisés, avec des métiers historiquement très masculins. Certaines personnes peuvent refuser de partager la salle de pause ou de dire bonjour aux femmes, par exemple. Des blagues aussi, parfois, peuvent passer comme du sexisme masqué. Et puis enfin, le niveau presque le plus subtil, parce que le plus admis aussi dans la société, donc le sexisme dit bienveillant. Bienveillant parce que, en tout cas, en apparence valorisant, donc par exemple, les compliments stéréotypés. Dans tous les cas, en fait, le sexisme ordinaire, ça vise quand même, au fond, à remettre chacune, à sa place aussi dans ce système de genre. Mais donc, c'est quand même important de retenir que quand on parle de VHSS, on va relier des situations entre elles, c'est-à-dire qu'on ne parle pas seulement, encore une fois, des cas les plus graves, mais on va essayer d'y voir un continuum qui ne sont pas simplement des malentendus isolés, mais des comportements qui vont participer, même s'ils sont banalisés, ils vont participer à une culture sexiste, hein, et qui peuvent d'ailleurs parfois se traduire en harcèlement d'ambiance, qui n'est pas toujours encore identifié par tout le monde, mais le harcèlement d'ambiance, c'est les phénomènes où personne n'est vraiment directement ciblé, mais qui en fait conduisent des propos répétés et que chacune finalement va subir dans son quotidien au travail, et qui vont donc créer aussi un climat dégradant, intimidant, humiliant, qui use au final le sentiment de légitimité des personnes au travail, notamment des femmes. Donc que ce soit des phénomènes graves ou plus ordinaires, hein, c'est toujours ça qu'il faut retenir, comme ces comportements vont avoir des effets sur les relations de travail, la dignité des personnes, la santé potentiellement, alors ce sont finalement des comportements considérés comme des violences et donc des comportements interdits, en fait, au travail. Un petit mot sur l'enquête, peut-être, je reprends la main. Donc, on a eu 56 organisations qui ont répondu. La question qu'on vous a posée, c'était sur les sujets de prévention des violences et du harcèlement sexiste et sexuel au travail. Dans quelle mesure chacun des besoins suivants est-il aujourd'hui prioritaire pour votre organisation? On avait proposé une dizaine de besoins qu'on avait identifiés, nous, comme des actions qui étaient des fois menées par les organisations sur ces sujets. On a eu des réponses assez variées en termes de profil de répondants, hein, répondantes, des RH, RRH, des gens qui étaient vraiment spécialisés sur ces thématiques ou des élus du CSE aussi. Et ce qu'on a eu comme résultat, dans les priorités déclarées, la première qui est ressortie, c'était de déployer des outils de communication interne, ensuite de former des référents de VHSS de bout en bout, travailler la culture interne du respect et du dialogue, structurer les procédures et sensibiliser l'ensemble des salariés. C'est les 5 premiers qui sont sortis dans l'ordre de priorité, avec toutefois des scores assez serrés, donc tout semblait un peu prioritaire, et on a le sentiment que les réponses avaient tendance à se percuter. Et on a trouvé finalement plus d'éléments dans la partie verbatim, hein, Élodie. Oui, c'est ça. En parallèle, il y a des personnes qui demandent si on aura accès aux documents. Donc, oui, je confirme. Oui, pas de souci. Le document vous sera communiqué par email à la suite. Oui, juste sur ce top 5, ce que je trouvais moins intéressant, c'est que de mon point de vue, en tout cas, il y avait une sorte de reliance possible entre la 1, la 3 et la 5, où finalement, en creux, les outils de com, la culture interne du respect, la sensibilisation des salariés, on peut aussi y lire finalement un travail
plus global sur la culture d'entreprise, retravailler les normes collectives. Et de la même manière, la réponse 2 et la réponse 4, autour de la formation et de la structuration des procédures, là aussi, on pourrait presque les relier autour de l'enjeu de développer les capacités opérationnelles pour alors voilà, gérer par exemple un signalement, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et donc, simplement, avant de rentrer dans le détail, en tête, comme tu l'as dit, c'est la communication qui arrive. En fait, quel que soit le sujet, j'ai l'impression c'est quand même très fréquent, que ce soit sur les risques psychosociaux en général, l'accès au droit, peu importe. Voilà, souvent la com, l'information en fait, arrive en tête, enfin est demandée en tout cas. Moi, je crois qu'il y a aussi un phénomène, comment dire, c'est quelque chose, la com, qui est facile à concevoir en fait. C'est au sens, c'est perçu comme tel en tout cas, plus accessible. On peut le faire nous-mêmes, on peut le faire en interne, c'est concret, c'est quelque chose qu'on voit. Et puis c'est modulable en fait. Donc on peut rassembler différents enjeux selon les messages qu'on va activer. Témoignages de victimes, informations sur les ressources, risques juridiques encourus, enfin, ce genre de choses qui permet peut-être de produire quelque chose de plus consensuel selon les enjeux. Mais en réalité, quand même, on voit que c'est pas forcément ce qui va transformer le plus les situations. Quand il y a déjà des phénomènes dans l'entreprise, ça peut même être d'ailleurs contre-productif si, et c'est ce qu'on va voir dans les verbatims, mais on va dire qu'il y a un manque de suite dans les idées qui est perçu, ou en tout cas qu'il n'y a pas un alignement clair entre les propos, les bonnes intentions et puis ce qui se fait sur le terrain. Par exemple, quand le traitement justement des situations fait défaut, ou que l'exemplarité managériale aussi n'est pas forcément là, il y a un peu un côté « faites ce que je dis », mais pas ce que je fais. Et d'ailleurs, il y a un verbatim qu'on a remis ici qui pointait ce sujet-là. Le sujet reste tabou dans l'action, même si au niveau communication et accord d'entreprise, on en parle. Voilà, donc la com, elle est bien sûr utile, on y reviendra, mais pas forcément autosuffisante. Et donc, voilà, pour mettre en perspective le classement qu'on vous a présenté justement, et puis donner de la profondeur aux priorités, on a regardé les verbatims qui étaient associés. On les a regroupés en 4 grandes typologies. On vous les a mis là sur la colonne de droite, si vous arrivez à lire. Et donc, oui, voilà, ce sont 4 grandes typologies sémantiques presque, en fait, qu'on a constituées et qui, en fait, révèlent, on pourrait dire, les problèmes structurels plus profonds que le simple manque d'information ou de communication. Il y a à la fois donc l'omniprésence des faits, encore difficile à bien nommer. Qu'est-ce qui se passe, voilà, comment bien nommer ce qui se passe en termes de VHSS, et notamment quand c'est banalisé ou quand c'est, on va dire, ordinaire, quoi. L'omerta, le manque de mots, la difficulté à dire, l'indicible autour de ces faits-là. Et puis ensuite, dans le passage à l'action, ce côté un peu inertie, même lorsque les faits sont justement reconnus, la sanction est difficile à venir pour certains. Et puis, plus globalement, la confiance, on pourrait dire, voilà, le manque de confiance dans le système de prévention. Et donc, nous, on a essayé d'en traduire quelque chose qui est de l'ordre de la crédibilité, finalement, générale du système de prévention, voilà, derrière ces enjeux. Au final, la communication, elle est placée en première position de ce classement, mais on pourrait presque la lire comme un signal faible d'un besoin justement d'alignement culturel autour de la prévention des VHSS, quoi. La prévention classique, formation très généraliste, une approche par exemple purement juridique avec, voilà, l'affichage des ressources qui peut se faire en première intention, ça peut aussi s'essouffler parce que justement il y aurait un besoin au fond de travailler sur certaines croyances limitantes sur lesquelles on va revenir justement, on va les balayer ensemble là ensuite. Alors, oui, il y a Camille qui propose de mettre en plein écran peut-être le... Ouais, tout à fait. Merci Camille. C'est bien d'avoir des personnes de l'équipe en soutien derrière. Effectivement, c'est peut-être pas lisible, c'est tout petit. Donc... Ok. Alors juste, on va revenir sur les 4 grandes catégories qu'on a évoquées. Alors, la premier angle d'intérêt, en tout cas derrière ce sondage, il y avait tout un bloc de verbatim. Alors, on a fait quelques extracts, là, vous avez en exemple, qui justement donc évoquaient, on va dire, ces fameuses difficultés de qualification des situations. Et du coup aussi d'évaluation de la gravité pour pouvoir adapter en face la réaction. Donc, il y a cette idée qu'il y a un vrai besoin de compétences d'analyse, presque de décryptage, on pourrait dire, des conduites qui sont, encore une fois, parfois banalisées, mais de savoir les traduire en faits juridiques, ça, c'est quand même quelque chose qui suppose, en tout cas, oui, voilà, une montée en compétences. Et puis, il y a presque aussi, en creux de ces verbatims, le niveau un peu encore au-dessus, qui serait...
un peu la complexité des mécanismes, alors oui, psychosociaux, je le traduis avec mes mots à moi, mais qui se trament, le manque de grille de lecture aussi pour comprendre les dynamiques, alors que ce soit des stéréotypes, des rôles de genre, les cultures masculinistes qui est, en tout cas, je dirais pas qu'elle émerge, mais qui revient dans les propos ordinaires. Donc, effectivement, pour adresser sérieusement le sujet du repérage, en fait, des VHSS, il faut clairement sortir d'une illusion qu'on rencontre quand même assez souvent sur le terrain, de la compétence un peu spontanée, le bon sens ou la bonne intention, la bonne volonté peut suffire pour pouvoir observer, repérer, nommer ce qui se passe. On le sait vraiment aujourd'hui, la gestion intuitive de ce type de situation, elle entraîne des erreurs fréquentes, minimisées ou dramatisées aussi, c'est très grave, ce qui vient de se passer, il va être viré. Voilà, tout ça, ça peut censurer évidemment la parole. La promesse de silence, quand quelqu'un vient se confier, même en tant que manager, vient se confier à vous et vous dit, écoute, il faut que je te parle de quelque chose, mais surtout tu le gardes pour toi. Pour assurer la sécurité de la parole, pour que la personne se sente à l'aise, oui, on va dire oui, t'inquiète, je garde pour moi, mais derrière, ça verrouille forcément. Enfin, c'est vraiment plus compliqué en tout cas. La possibilité de stopper l'effet violence si c'est de ça dont il s'agit. Les maladresses, même avec bonne volonté parfois, hein, mais les maladresses dans l'écoute. Ah bon, mais pourquoi il t'a dit ça? Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te dise ça? Je simplifie, je caricature, mais tout ça, ça crée aussi derrière, évidemment, censure de la parole, mais potentiellement aussi un vrai risque juridique pour les différentes parties prenantes. Et donc, encore une fois, distinguer les différents types de faits, comprendre ce qui se passe, ça suppose de dépasser ses propres biais individuels, ça suppose de savoir écouter, accueillir la parole, et c'est quelque chose qui est techniquement exigeant. Voilà, il faut savoir le dire aussi, c'est pas forcément une compétence spontanée de tout manager et de toute manageuse. Donc simplement sur ce point-là, avant de donner la parole à François, l'enjeu de notre point de vue aussi réel derrière la montée en capacité, on va dire presque opérationnelle des personnes ressources, que sont les managers, les élus aussi du CSE, les personnes RH, ça va être justement de pouvoir avoir une posture d'écoute structurante. Alors voilà, une forme de neutralité, de soutien, de reformulation, en dépassant ses propres biais, hein, ça va être important aussi. Croire, et être à l'écoute, hein, on en parle beaucoup en ce moment avec l'actualité aussi, mais croire les personnes qui ont potentiellement vécu des violences, ne pas mettre en doute, pouvoir poser des questions qui sont des questions de clarification, quand, depuis quand, combien de fois, ce genre de choses, mais ni plus ni moins en quelque sorte. Et puis avoir, et notamment pour les managers, développer une capacité réelle de régulation des situations de tension au quotidien, pouvoir intervenir sur le climat d'équipe au quotidien et pas forcément seulement en cas de fait grave. Donc il y avait quelqu'un qui disait justement, c'est difficile parfois de distinguer le simple conflit du harcèlement. Oui, mais encore faut-il se rendre compte aussi qu'il ne s'agit pas d'attendre qu'il y ait harcèlement pour réagir, que le conflit, on peut le désescalader, je ne sais pas comment le dire en français, mais voilà, on peut recadrer au quotidien des marques d'irrespect, ce qu'on appelle les incivilités. On peut et on doit d'ailleurs en tant que manager. Et donc en tout cas, pouvoir distinguer les faits à la mesure de leur gravité, c'est aussi ne pas silencier, évidemment du harcèlement au plus grave, mais ne pas non plus silencier les phénomènes plus banals du quotidien. François, peut-être si tu veux illustrer aussi ce que tu vois toi en formation. Oui, absolument. Merci beaucoup, Élodie. Pour illustrer, en effet, je peux prendre l'exemple d'une formation que j'anime auprès de managers dans une collectivité territoriale, avec vraiment cette idée d'insister sur ce continuum des VHSS, comme tu le disais, et de travailler à une prise de conscience. J'aime bien souvent prendre l'image en formation du terreau et de se dire, c'est comme quand on fait du jardinage, en fait, le VHSS, une violence, en fait, elle n'apparaît pas de rien. Elle apparaît parce qu'il y a un contexte favorisant, malheureusement, très banalisant, comme tu disais très bien, Élodie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller analyser ce contexte et de se dire, en fait, ce contexte, il est au travail, mais il est aussi dans notre vie de tous les jours, d'aller regarder des visuels, des affiches, des choses comme ça auxquelles on est soumise au quotidien et qui s'impriment. Et comme on n'est pas imperméable à tout ça, on reproduit, on banalise des situations. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder tout ça et de se dire, voilà, comment est-ce que maintenant on va un peu plus éduquer notre regard et notre oreille pour repérer les situations. Donc voilà, faire des analyses de visuels, ça peut être très intéressant, et aussi répondre aux gens qui disent
Mais quand ils commencent à comprendre, ils disent, mais voilà, mais moi, ça va être très étrange si d'un coup, je me mets à taper du poing sur la table et à parler de VHSS, alors qu'on n'en a pas parlé avant. Les gens, potentiellement, s'il y a des situations, ils vont se sentir plus en risque, ça va être compliqué. Et en fait, là, l'argument massue, c'est de se dire, mais en fait, l'argument que vous avez à donner, c'est que vous sortez de formation. Vous sortez de formation, c'est connu que vous êtes allé en formation parce qu'il y a un engagement de la collectivité ou de l'entreprise, donc vous pouvez arriver en disant, voilà, maintenant j'ai compris comment ça marchait, donc je vais en parler. C'est pas parce que je sais qu'il y a eu des choses, même si je sais qu'il y a eu des choses, c'est je vais en parler et du coup, j'en fais un sujet collectif pour qu'on en parle et pour que les choses évoluent. Et en fait, quelque chose qui est très important et qui est très intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut en faire un sujet entre guillemets quasiment quotidien et de se dire voilà comment est-ce que en reprenant le collègue ou la collègue qui dit quelque chose, attention ce que tu dis là c'est sexiste, et donc en étant dans une forme de pédagogie et de faire exister le sujet pour que progressivement chacune évolue dans sa manière de faire. Et peut-être un dernier point sur ce sujet-là, moi ce que souvent sur les formations avec les managers, je trouve que ce qui est intéressant c'est de s'inspirer de ce qui se fait de plus en plus chez les médecins. C'est un système de ce qu'on appelle le questionnement systématique. C'est quelque chose qui est venu notamment à l'origine sur les thématiques de violence conjugale, où en fait les médecins, quand vous allez voir pour la première fois un médecin, on vous pose tout un tas de questions, vous disant voilà quels sont vos antécédents, est-ce que vous avez déjà eu telle maladie, telle pathologie, ce genre de choses. Et les médecins, de plus en plus dans la formation, alors pas tous, mais on espère que ça finisse par arriver de manière plus globale, peuvent poser la question, et souvent posent la question, est-ce que vous avez déjà été victime de violences sexistes, de violences sexuelles? Ça peut être un peu déstabilisant, mais en fait, d'un coup, ça fait rentrer le sujet dans quelque chose de voilà, que c'est un sujet dont il faut et dont on peut parler. Et donc, en tant que manager, dans les entretiens formels, on peut aussi, dans les temps sur voilà le relationnel, sur la sécurité, sur les conditions de travail, poser cette question-là. Et en fait, en faire un automatisme et se dire, voilà, à chaque fois qu'on va se voir, c'est une des questions avec les autres, mais c'est une des questions qui va sortir. Et il est fort probable que les premières fois, les gens vous disent non, aussi parce qu'il y a une interrogation, un questionnement, de dire, mais pourquoi est-ce qu'on me pose cette question? Est-ce qu'on la pose à tout le monde ou juste à moi? Et ensuite, qu'au fur et à mesure, comme ça s'intègre dans une, comment dire, non pas dans une quotidienneté, mais dans quelque chose qui se fait plus régulièrement, et qu'en parallèle, il y a de la sensibilisation, de la formation, de l'affichage, on se dit, voilà, c'est un sujet qui peut et qui doit être posé au travail, et donc, si mon manager ou ma manageuse me pose la question, c'est possible d'aller lui en parler. Et en fait, on voit au fur et à mesure que les choses évoluent dans ce sens-là. Donc, c'est intéressant, voilà, de se dire comment est-ce que, dans nos pratiques quotidiennes, il est possible de faire exister ce sujet sans en faire quelque chose de dramatique, mais faire exister le sujet des dynamiques harcelantes et des dynamiques de violences sexistes et sexuelles. Merci François. J'en profite après tes exemples pour préciser que si vous avez vous aussi des exemples ou des questions à poser voilà, à notre équipe, Elodie, François, vous pouvez les poser là dans le chat. Si il y a des questions, vous ne souhaitez pas qu'elles apparaissent de manière publique, vous avez la possibilité d'indiquer en bas voilà, que vous pouvez envoyer votre question aux administrateurs s'il y a des choses qui sont par exemple confidentielles. Vous souhaitez quand même poser la question, mais vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse. Vous avez cette possibilité offerte par notre chat. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Alors, hop, second bloc de verbatim. Alors, comme il semble que ce ne soit pas complètement lisible pour tout le monde, on va peut-être lire un tout petit peu plus les choses, les illustrer en tout cas. Donc, il y avait un second bloc de verbatim qui était plus concentré sur, alors on pourrait dire le manque de sécurité psychologique pour parler, pour aussi dire stop. Tout simplement au phénomène banalisé du quotidien ou plus grave. Voilà. Alors par exemple, le principal enjeu, c'est de libérer la parole et de faire en sorte que chacun se sente en sécurité pour signaler. Le silence des victimes et des témoins par peur de mauvaises images et de représailles. La principale difficulté, c'est encore le tabou. Par exemple, donc des verbatims qui ont été donnés. Donc il y a vraiment cette idée à la fois, mais qu'on rencontre pareil très souvent sur ce sujet, de manquer de sécurité ou de confiance, voilà, alors en la hiérarchie pour pouvoir évidemment s'adresser et signaler les situations, avec parfois aussi, et là c'est pas forcément évoqué, mais le sentiment que ça ne va pas, ça va servir à rien presque, qu'on est seul sur ce sujet-là. Et que potentiellement, comme le disent certaines personnes, il y a un risque associé. Alors la peur des représailles, de passer pour un ou une rabat-joie, de dégrader les relations,
Et là encore, comme si on inversait la culpabilité, hein, dans ce qu'on observe à l'échelle sociétale sur ce sujet-là, voilà, où ceux ou celles qui dénoncent les violences seraient eux et elles-mêmes potentiellement violents, violentes. Bon, et puis cette question du tabou, hein, toujours comment dire les choses, avec quels mots? Est-ce qu'on va pas être exagéré, le mot agression, le mot harcèlement quand même, voilà, la difficulté, hein, et le manque de mots pour dire et pour reconnaître, voilà. Et puis c'est difficile de se plaindre de blagues. Pareil, quand on minimise, ça peut créer aussi ce genre d'autocensure. Bah oui, mais ce n'était que de l'humour. Voilà, donc en fait, adresser le sujet du silence presque, on pourrait dire, ou du tabou, ouais, face à ces situations-là, pour ça, il faut vraiment réussir à sortir de ce qu'on peut appeler le transfert de responsabilité de dire stop à la victime. Très souvent, on se dit, voilà, la victime doit dire si ça ne va pas. Si personne ne signale, c'est que ça va. Alors, on y va un peu fort, hein, mais on le sait, vous le savez peut-être aussi vous, c'est que le silence n'est pas du tout un indicateur de santé au travail, quel que soit le sujet d'ailleurs. S'il y a un problème, la personne concernée ne le dira pas forcément. Voilà, bien sûr. Il y a des réflexes, des mécanismes psychosociaux qui agissent, la sidération, le choc, hein, la surprise qui va immobiliser aussi, le temps de comprendre ce qui vient de se passer, la banalisation, on l'a déjà dit, la normalisation des conduites, on parle même de culturalisation. Et ici, on se parle comme ça, on s'est toujours parlé comme ça. Moi, j'avais vu récemment, oui, mais bon, ça, c'est les archéologues, ça fait partie du métier presque, en fait. Culture de terrain, les effets d'autorité, bien sûr, oui, mais c'est le manager, c'est la responsable, la directrice. Bon. Et puis, il y a l'effet peut-être moins connu, l'effet bystander, qui est plutôt connu en psychologie sociale. C'est ce qu'on appelle la dilution de responsabilité. Pareil, pour faire court, c'est le fait que statistiquement, plus on va avoir de témoins lors d'une scène, par exemple, de violence, et moins on a de chance, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais que quelqu'un réagissent tout simplement, en fait. Et ça, c'est démontré par des travaux depuis les années 60-70, peut-être même avant aux États-Unis. Voilà, quelle que soit la situation, plus on va avoir de personnes présentes, moins on a de chances que quelqu'un réagisse. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup aussi en sensibilisation, notamment pour souligner le rôle des témoins. Parce qu'effectivement, en réalité, oui, la victime, tant mieux si elle peut réagir, bien sûr, mais il y a tous ces phénomènes qu'on vient d'évoquer, et puis cet effet bystander qui touche évidemment aussi les témoins, et il ne s'agit pas, voilà, ce sont des réflexes un peu automatiques, hein, il ne s'agit pas de se dire, ok, j'annule l'effet bystander tout de suite, ça y est, j'en ai conscience, non, ça nous dépasse, mais en avoir conscience, c'est un peu comme les stéréotypes, ça ne va pas les faire disparaître du jour au lendemain, mais avoir conscience de ce type de phénomène, ça permet peut-être plus de les repérer, et une fois qu'on les a repérés, d'oser, du coup, en quelque sorte, les dépasser et se sentir aussi un peu plus légitime. Voilà, il y a certes la responsabilité, évidemment, des managers, la responsabilité hiérarchique, disciplinaire, de ne pas laisser passer, de recadrer, encore une fois, dès les premiers agissements, même subtils. Voilà, ça, on sait que c'est important de passer ce message-là. Et pour ça, d'avoir les mots-clés. Parfois, hein, c'est ce qu'on donne beaucoup en sensibilisation, en formation, juste presque des phrases types pour savoir un peu déjouer les résistances. Et pour ça, les jeux de rôle peuvent être très utiles, hein. En tout cas, moi, je sais que je fais pas mal ça en formation et ça marche assez bien. Des formulations type, oui, même si c'était pas ton intention, oui, ce type d'humour peut être humiliant. Donc, ça n'a pas sa place ici. Il ne s'agit pas d'humilier l'autre, mais il s'agit de recadrer. Pareil, former, souvent, je le vois, moi en tout cas, le CSE qui n'est pas forcément, les élus du CSE qui ne sont pas forcément conscientes du droit d'alerte, par exemple, de leur presque le pouvoir, hein, de l'anonymat possible aussi à travers le droit d'alerte. Voilà, tous ces éléments-là qui sont aussi des pistes complémentaires pour montrer qu'à un moment, c'est pas seulement une question de procédure de signalement, mais c'est une question de qualification de l'ensemble des acteurs. Et donc, j'en reviens juste pour finir sur ce point-là, mais au rôle des témoins, le rôle de parler, de pouvoir aussi micro-réagir. Moi, je ne suis pas d'accord. En tant que témoin, je ne suis pas d'accord. On parle parfois aussi de règles de sécurité psychologique, de deux ordres, en fait. Hein, le droit à dire stop. N'importe qui doit pouvoir dire stop quand quelque chose au travail le met mal à l'aise, le dérange, tout simplement en disant ce que tu viens de dire me met mal à l'aise. Voilà, c'est non négociable. C'est ma sensibilité à moi qui est atteinte. Et la deuxième règle qui est absolument indispensable si on veut que la première puisse se mettre en œuvre, la personne qui reçoit le commentaire doit l'accepter et pas dire oui, tu manques d'humour, c'est pour rire, t'es trop sensible. Voilà. Et pouvoir instiller ça, voilà, c'est aussi vraiment commencer à encourager une vraie culture
en fait, du respect et agir sur les normes et pas seulement sur la communication. Ouais, et Marie, dans le chat, témoigne aussi de cette difficulté aussi pour les victimes, qui est toujours cette peur d'en faire trop, peur de dénoncer, j'imagine, d'être mis en lumière sous cet angle-là, en tant que victime, c'est quelque chose qui est difficile. Ouais. Oui, Bystander, effectivement. Pardon, je relis en même temps, mais voilà, donc c'est ça. Vous pouvez retrouver sur Internet, il y a des expériences, concepts intéressantes. Oui, et la minimisation, c'est pour ça que vraiment, c'est pas qu'une affaire de victimes, mais vraiment, c'est une affaire de tout le monde. Mais à nouveau, sur les VHSS, dans la société, on en parle beaucoup en ce moment, mais c'est pareil. L'affaire Bruel, pardon, mini parenthèse, mais on dit aujourd'hui, tout le monde savait, personne parlait. Et effectivement, tous ces témoins-là ont aussi à un moment un vrai rôle à jouer, sans attendre effectivement des phénomènes gravissimes, mais simplement pour dire stop au quotidien. En fait, non, en fait, ce que tu viens de dire, je suis pas à l'aise. En fait, j'ai pas envie d'entendre ça. Voilà. Bon, ça permet de limiter cet effet de minimisation et de reposer tout sur les victimes. Marine, tu veux intervenir peut-être ? Oui, je voudrais, merci, rebondir effectivement sur le rôle des témoins, et je vois le commentaire aussi d'Alison qui dit que c'est pas toujours évident effectivement de réagir. Et ça, c'est quelque chose qui ressort énormément au niveau des demandes de formation, c'est quand ça se produit, on réagit comment ? Et on parle de répartie. Et effectivement, comme était donné l'exemple de dire finalement ça me met mal à l'aise comme propos, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de répartie qui existent. C'est important de le voir aussi dans les formations, et que chacun peut trouver aussi un peu le modèle qui lui correspond. Il y a des personnes qui vont être très facile, du tac au tac, à pouvoir répondre sur un ton presque humoristique. Alors attention, parce que l'humour doit être maîtrisé et pas être dans la discrimination non plus à l'inverse. Mais il y a de la répartie qu'on appelle un peu répartie factuelle, où finalement on pose les faits en se protégeant aussi de manière collective, en ayant des phrases toutes simples qui peuvent être chez nous, ce genre de propos n'est pas accepté, ça ne correspond pas à nos valeurs, on n'entend pas ça au sein de notre structure, pour vous mettre effectivement un petit peu en retrait. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que on a aussi de la répartie un peu différée, c'est-à-dire qu'on est beaucoup à ne pas savoir comment réagir sur l'instant, et qu'on se dit mince, peut-être que j'aurais dû dire quelque chose, j'y ai pas pensé, etc. Il faut aussi s'autoriser à revenir sur une situation et voilà, de rediscuter en tout cas avec la personne. L'idée, c'est de créer de l'échange et du dialogue, c'est pas de rester fermé sur des positions, mais c'est de dire, voilà, finalement, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi, je me suis sentie mal à l'aise, ou je me suis pas sentie respectée, ou tu vois, le propos que tu as dit, ça a pu blesser, effectivement, et on échange, parce que les violences sexistes et sexuelles, elles sont aussi plus ou moins conscientes. On l'a rappelé vraiment au début, on a vraiment différents degrés. Mais finalement, tout ce qui peut être du sexisme masqué, bienveillant, il n'y a pas forcément non plus une volonté de nuire à la personne qui est en face. L'idée, c'est aussi de créer des prises de conscience et de responsabiliser chacun vis-à-vis de ses propos. Ouais, merci Marine. Je vois qu'on a une demande sur est-ce que c'est pas une question légale aussi. Alors est-ce que justement, je pense qu'on va faire le lien peut-être avec l'enjeu suivant, Élodie. Oui, il y a tellement de réactions. Ouais, en fait, tout est lié, mais par rapport à ce que tu viens de dire, Marine, aussi, simplement juste 30 secondes, c'est vrai que cette idée de pouvoir instituer des règles de sécurité, tout le monde doit pouvoir dire quand ça ne va pas, en fait. Je trouve que c'est vraiment la base, en fait. Après, la forme, effectivement, peut être multiple, mais c'est vraiment de se dire qu'à un moment, puisque les gens nous disent oui, mais l'humour, ça dépend des sensibilités, oui, voilà. Je crois qu'il y a aussi ça, et pouvoir s'autoriser à dire que chacun doit pouvoir dire stop au quotidien et doit être entendu dans son stop, sinon ça ne marche pas. Voilà, ça doit être possible au travail. On ne peut pas toujours parlementer sur c'est du sexisme, c'est pas du sexisme, c'est parfois difficile, on n'a pas les arguments, on n'a pas le cadre précis, donc voilà. Bon. Alors oui, on va essayer, il nous reste un petit quart d'heure, ça va super vite. On va essayer d'être encore plus efficace. Simplement, troisième bloc de verbatim qui concernait cette fois effectivement le traitement des signalements, quand les faits sont remontés en tout cas, et qui, pour faire très court, évoquait beaucoup, donc certains verbatim évoquaient cette impunité des personnes pointées, à la fois dans l'accueil du signalement, mais aussi parfois dans la justice perçue, en tout cas du traitement, et donc qui pouvait parfois aboutir, prendre des mesures correctives quand les faits sont avérés, ce serait vraiment nécessaire, impartialité des référents, la capacité à se remettre en question et à trouver des solutions
viable pour la victime. Donc voilà, aller au bout d'une procédure qui soit tenable pour tout le monde et qui protège tout le monde aussi. Et ça, c'est vrai que, pareil, il y a une idée reçue qu'il faut lever quand on veut pouvoir adresser ce sujet du traitement. C'est que avoir une procédure de signalement et de traitement qui fonctionne, enfin, en avoir, en tout cas, ça ne garantit pas qu'elle fonctionne, qu'elle soit à la fois claire, ça c'est important, mais aussi qu'elle soit rassurante, c'est-à-dire que les gens sachent ce qui se passe quand ils appuient sur le bouton, en quelque sorte, sécurisante et agissante, qu'il se passe vraiment quelque chose dans les situations concrètes, qu'elles soient utilisées et que ce soit efficace derrière, quoi. Voilà, donc plein de choses à dire, mais simplement distinguer déjà procédure de signalement et de traitement, je pense que c'est un fondamental qui est. Parfois, on assimile un peu les choses alors que c'est vraiment deux étapes clés qu'il faut bien structurer et qui doivent être surtout claires, non pas seulement pour ceux et celles qui vont les mettre en œuvre, mais aussi pour l'ensemble des salariés. On dit parfois des visuels très simples, lisibles en fait, avec un schéma logique, voilà, première étape, deuxième étape, troisième étape, enfin, les interlocuteurs, interlocutrices pour chaque étape, simplement pour montrer que c'est clair, voilà, c'est pas confus, il ne pourra pas ne rien faire d'un signalement, l'entreprise s'y engage. Pareil, autre élément important dans la procédure, que les différentes parties soient sécurisées de bout en bout, et pas seulement les personnes présumées victimes, mais aussi les personnes, le ou les personnes voilà, présumées auteurs, coupables. Voilà, en tout cas, qui est vraiment des mesures conservatoires qui soient perçues juste, en fait, égales, en tout cas voilà, pour tout le monde. Et puis quoi, donc oui, le troisième niveau, c'était effectivement cette dimension agissante. L'existence d'une procédure ne garantit pas une sanction proportionnée. Ça, je vais l'apprendre à personne, mais parce qu'il y a voilà, plein de biais autour des principes de procédure, des manquements, même non conscients parfois, hein, à l'impartialité, au traçage, à la notion de contradiction. On écoute d'abord la personne qui accuse, puis les personnes éventuellement témoins, et enfin, on propose à l'accusé aussi de pouvoir contredire ce qui est proposé. Mais voilà, c'est pas forcément toujours mis en œuvre, et pourtant réaffirmer ces principes-là, les expliquer, c'est aussi un moyen à un moment de permettre que la procédure de traitement soit perçue protectrice, juste et voilà, et efficace, quoi. Oui, la qualification des faits, on l'a déjà dit, ça reste complexe, ça suppose une vraie formation. Voilà, l'enjeu, c'est pas seulement de recevoir le signalement, mais c'est vraiment de produire cette réponse protectrice adaptée. Et donc, il s'agit vraiment de professionnaliser le traitement, former les référents, mais vraiment les former régulièrement. Souvent, on voit des formations de 2 jours qui ont été faites il y a 3 ans et les personnes ne sont pas forcément au quotidien suffisamment à l'aise, en fait, pour mettre en œuvre ces principes, pour avoir la posture d'écoute suffisamment structurante, pour qualifier précisément les faits, pour articuler tout ce travail à la direction. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont pourtant élémentaires. Est-ce que peut-être en 1 minute, François ou Marine, vous voulez ajouter quelque chose, même si bon, faut qu'on fasse court. C'est complet pour moi, merci. Je prendrai. Oui, je pense que c'est très bien. Voilà, et puis avant de prendre un peu de temps sur les échanges, j'accélère, mais simplement, dernier grand focus aussi sur le bloc de verbatim qui évoquait plus généralement, on pourrait dire en synthèse un petit peu de tout ça, que voilà, le système de prévention dans l'entreprise reposerait encore fortement sur, encore une fois, cette capacité des personnes concernées directement par les VHSS à parler malgré donc tous les risques qu'on a évoqués tout à l'heure. Finalement, donc je vous ai mis quelques exemples. Il n'y a pas de dialogue organisé pour alerter qui contacter en cas de souci. Si l'agent n'a pas le courage de déposer une main courante ou une plainte, rien n'est fait. Les agents n'ont plus confiance en la direction qui laisse passer certains agissements. Donc où finalement l'action organisationnelle, elle apparaît insuffisante, ou alors même voilà en réaction, parfois en réaction suffisante, mais voilà c'est pas forcément présent de façon très claire. En fait, là, c'est pareil, cette idée reçue sur laquelle il faut souvent travailler, c'est que le Code du travail, d'ailleurs, est très clair là-dessus. La responsabilité d'agir, elle ne repose pas du tout sur la victime, mais bien sur l'employeur, l'organisation. Déjà, dès lors qu'un fait est porté à sa connaissance,
en tant que témoin ou en tant que personne qui reçoit un témoignage, mais aussi en prévention, dès qu'un risque est connu, en fait. Et donc, effectivement, il y a cette responsabilité de tolérance zéro qui repose sur l'employeur, donc à la fois la direction, mais toute la chaîne managériale. Et parfois, les managers en formation découvrent cette responsabilité de tolérance zéro avec cette boucle de sanctions, protection, prévention. Donc, on n'est pas seulement sur... on n'attend pas qu'il y ait un fait grave pour réagir, en quelque sorte. Je passe un peu vite, mais... en termes de crédibilité du système, si on devait synthétiser aussi pour encourager cette fameuse culture du respect au quotidien, il y a des actions qui sont possibles et qui sont peut-être même déjà mises en œuvre chez vous, mais par exemple, moi je l'avais vu dans une entreprise publique, le bilan annuel des actions de traitement avec de façon pas forcément nominative évidemment, mais le nombre de signalements reçus, le nombre de sanctions ou de décisions en tout cas prises, lesquelles et pourquoi. Et en fait la communication, que ce soit pendant ou après une procédure, sans briser la confidentialité, mais pour l'expliquer en fait, communiquer sur le fait qu'il y ait cette procédure en cours, les différentes étapes, et puis ensuite dans la mesure de ce qui est possible, les décisions qui sont prises, notamment si la décision est radicale, comme se séparer d'un salarié, pour éviter l'interprétation d'injustice, on le voit très souvent ça aussi, pouvoir expliquer la proportionnalité de la sanction, en fait. En tout cas, la communication, elle peut avoir de la place à ce moment-là, finalement, pas forcément seulement, comme on disait un petit peu au début, comme premier levier de sensibilisation ou de prévention, mais aussi de façon plus stratégique pour venir finalement solidifier tout un dispositif et donner du crédit à ce dispositif de prévention. J'ai pris super vite. Ah non, c'est très bien, Élodie. J'aimerais qu'on prenne le temps un peu de répondre aux questions qui ont été posées sur le chat, avant qu'on puisse montrer comment on peut vous accompagner, mais peut-être déjà répondre à toutes ces questions parce qu'il y en avait pas mal. J'invite François ou Marine si vous aussi vous avez envie de réagir par rapport aux questions posées. Donc, on avait déjà Marion qui nous posait la question: comment éviter la dérive qui pourrait consister à gérer les susceptibilités de chacun? Comment fixer le bon cadre en distinguant les règles applicables à tout le monde et la sensibilité individuelle? Alors, je relis, pardon. Comment éviter Sur ce sujet, si je peux peut-être intervenir, ce que je trouve intéressant, c'est aussi de sortir des enjeux de sensibilité individuelle et d'aller sur le terrain des cadres qui existent et de se dire, en fait, l'enjeu, c'est qu'il y a des cadres qui existent et en fait, le cadre légal, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire que ce qu'il va prendre en compte, c'est l'effet sur les personnes victimes et pas l'intention de la personne qui va tenir le propos ou commettre la violence. Donc, c'est aussi d'aller sur ce terrain et de se dire, en fait, toi, peut-être que tu me dis que ton intention, elle était pas du tout d'aller là-dessus, que c'était de l'humour ou autre chose. En fait, l'enjeu, c'est qu'en face, tu as une personne qui, elle, subit ça et la loi, elle formule qu'il y a un effet dégradant, un effet humiliant. Elle a ressenti ça. Donc, en fait, c'est ça qui va nous intéresser. C'est là-dessus qu'on va aller travailler. Donc, l'intérêt de revenir sur le cadre légal, moi, ce que je trouve intéressant dans le cadre légal, au-delà de l'aspect punitif, entre guillemets, c'est l'aspect pédagogique, c'est de se dire, en fait, il y a un cadre légal et que le cadre légal, il a aussi cet effet de faire comprendre et de faire réfléchir sur les faits et sur les personnes. Donc, comme ça, on sort de l'individu et donc de potentiellement les démarches de mauvaise foi, parce que souvent, c'est aussi à ça qu'on va pouvoir se confronter pour aller sur un terrain ce qui nous intéresse, c'est l'effet sur la personne et sur les personnes, et c'est ça qu'on va aller regarder et c'est pour ça qu'on va aller agir. Merci François. Ça permet de rappeler aussi qu'il y a tout un cadre légal qu'on n'a pas détaillé particulièrement dans ce webinaire. On le fait en formation généralement, mais on s'est concentré sur d'autres aspects là aujourd'hui. Oui. Lise nous posait la question, un cas de refus de la société de divulguer la sanction suite à une enquête menée au CSE, suite à une enquête au CSE et au référent. Ah oui, pardon. Divulguer la sanction suite à une enquête, d'accord. Alors,
reposer la question. Quelqu'un a bien compris? Je relis. J'avais compris la première fois, puis là, je relis, je ne comprends plus. Je pense que c'est sur le fait que c'est sur la communication en fait suite à une enquête. Est-ce qu'on peut communiquer sur la sanction? Et en fait, il n'y a pas d'obligation. Concrètement, il n'y a pas d'obligation de communiquer auprès du CSE, sauf si le CSE était à exercer son droit d'alerte ou que c'est l'un des membres qui est à l'origine du signalement. Mais techniquement, il n'y a pas d'obligation en fait. Oui. Après, ça va dépendre des contextes et tout, peut-être que, mais en fait, la loi ne dit pas qu'on doit diffuser. Donc, ce qui est intéressant, c'est peut-être de se poser la question aussi dans une démarche de prévention, d'être dans une forme de transparence équilibrée. Donc, de ne pas dire évidemment qui est mis en cause et compagnie, mais peut-être de dire voilà, il y a des signalements qui ont été reçus et en fait, les signalements sont reçus, l'entreprise prend au sérieux, mène des enquêtes et des mesures sont prises. Qu'il y ait de montrer, de visibiliser aussi dans une démarche de prévention que l'entreprise agit, sans forcément aller, parce qu'après il y a des enjeux relatifs à la vie privée et qui peuvent amener vers de la diffamation et autres, on ne sait jamais, qui font que c'est compliqué de dire on a pris telle sanction contre telle personne, et là le risque c'est que ça se retourne contre l'entreprise. Tout à fait. Après, moi, je soulignais surtout le fait que quand il s'agit d'un licenciement, comme tout le monde le sait, c'est toujours bien de pouvoir l'accompagner, le clarifier, expliquer la proportionnalité voilà, qui a amené à ce choix-là. Question de Carole. Il me semble qu'il n'appartient pas au référent signalement de qualifier les faits. Oui. Oui, tout à fait, oui. Alors, je ne sais pas si j'ai utilisé ce terme-là, désolé, parfois c'est aussi dans l'impro que les choses sortent, mais effectivement, il n'y a pas... c'est la commission d'enquête qui doit qualifier, préqualifier en tout cas, et valider avec la direction ensuite la qualification des faits sur la base des témoignages recueillis et de la factualisation de ce qui est possible de factualiser, justement. Mais quand on reçoit en tout cas un premier signalement, avant donc l'enquête et les auditions, on n'a pas à qualifier. Par contre, ce qui est attendu, c'est une forme de pré-qualification sur le degré de gravité. Est-ce que ça ressemble à du harcèlement ou plus grave? Parce qu'en fonction de ça, si c'est du harcèlement ou plus grave, l'employeur doit obligatoirement enclencher une enquête disciplinaire, une enquête interne. Et c'est juste ça, on pourrait dire pré-qualification, même si le terme, à partir des premiers éléments. Voilà. Oui, tout à fait. Pour rejoindre ce que tu dis, là, moi, j'accompagne actuellement les référents à égalité sur des modules de formation de 2 jours à leur rôle. Et effectivement, dans ce recueil, dans cet entretien, on accompagne aussi des personnes qui viennent témoigner à prendre conscience et à mettre des mots aussi sur ce qu'elles sont en train de vivre. Parce que effectivement, il y a aussi des mots qui font peur, agression sexuelle, harcèlement sexuel, tout de suite... voilà, c'est des mots qui peuvent effrayer. Et donc, l'idée, c'est aussi que le référent puisse accompagner, notamment avec la slide que vous avez vue là au tout début, où on qualifie les différents termes entre agissement sexiste, les différents types de harcèlement, pour l'accompagner à se dire, ben voilà, au vu de la situation que vous êtes en train de vivre, où est-ce que vous pensez pouvoir vous situer? Et ça permet déjà, en fait, de poser des mots, et c'est très important pour ne pas banaliser les faits. Merci Marine. Peut-être dire un mot sur voilà comment finalement tout ça s'inscrit dans un système complet. Peut-être Elodie, peut-être on termine peut-être une ou deux slides et puis ça permettra de terminer tranquillement ce webinaire. Oui, il y avait une dernière question pour la personne, juste Béatrice, si vous souhaitez, on pourra répondre à votre question après. Comme ça, on est sûr d'avoir passé les infos clés. Souci d'aller au bout. Oui, donc simplement, voilà, enfin, pour conclure, il y avait cette... moi, je trouve que c'est important derrière ce sondage, les 4 idées reçues quand même en creux des préoccupations des personnes, qui finalement, ces 4 idées reçues, elles pointent quand même vraiment vers l'enjeu de crédibilité du système. Je trouve que c'est le bon terme, en fait, aux yeux des salariés, en tout cas. Si le système n'est pas crédible, le système de prévention dans son entièreté, rien ne fonctionne, ou en tout cas, c'est un peu bancal, quoi. Et donc, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de comprendre, enfin, de prendre la politique de prévention dans une vision beaucoup plus globale que rentrer seulement par une porte, la formation, la sensibilisation, mais plutôt essayer de le voir comme quelque chose de structuré. Alors nous, on l'a simplifié en 3 grands blocs.
piloter justement, évidemment, en structurant, en évaluant aussi régulièrement les outils et notamment les procédures. Encore une fois, c'est pas parce qu'on a une procédure qu'elle est agissante, qu'elle est claire, qu'elle est voilà tout ce qu'on a dit. Donc, pouvoir évaluer régulièrement, c'est important. Former ensuite, évidemment. Et je dis ensuite, ça on va y revenir, mais pour développer justement cette fameuse capacité, ces capacités opérationnelles de repérage, d'écoute, de traitement, de procédures aussi derrière pour les référents ou en tout cas les personnes en charge des procédures, régulièrement, reformer, retravailler, faire des jeux de rôle, se mettre en situation, pas seulement avoir des informations, mais vraiment pouvoir se former, quoi. Et puis sensibiliser en troisième niveau. Alors moi, le terme sensibiliser, de plus en plus, je le trouve un peu galvaudé. Moi, je dirais même responsabiliser, en fait. Ne plus seulement encourager, on pourrait dire, mais aussi refuser de tolérer, en fait. On dit souvent chaque silence compte. Bah oui, en fait. Voilà. En tant que témoin, en tant que collègue, c'est quand on parle d'atteinte à la dignité, c'est du droit au travail aussi, débanaliser, voilà, pouvoir légitimer le dire stop, encore une fois, comme on disait tout à l'heure. Bien sûr, connaître le cadre, comme tu l'as dit, François, c'est nécessaire. Et derrière, pouvoir l'appliquer par cette légitimité, ce sentiment d'être à son niveau, à la bonne place pour dire stop, en fait. Même si on n'est pas responsable d'entreprise. Voilà. Bon, et donc simplement sur ces trois grands piliers qui sont absolument complémentaires, moi je dirais juste une chose qui nous arrivait de rencontrer parfois. Attention quand même à ne pas... Enfin, attention à ce que ça peut produire, en tout cas, de sensibiliser en première intention voilà, l'ensemble des salariés. Si en face, on n'a pas la structure, le schéma d'accueil de la parole avec des référents, des managers aptes en fait, à accueillir la parole, on risque vraiment que ça ne fonctionne pas, mais en plus de créer un effet voilà, très difficile pour les personnes qui oseraient, suite à la sensibilisation, venir signaler des faits voilà, qui ont eu lieu. Donc, c'est important de pouvoir faire les choses quand même, entre guillemets, dans le bon ordre, structurer, piloter, structurer les outils, former les managers et les différentes parties prenantes relais, et enfin sensibiliser voilà, l'ensemble des personnes. Et autour de tout ça, presque, communiquer, voilà, mais pas en faire un axe en tant que tel, mais communiquer pour soutenir cette culture interne et les responsabilisations qui sont impulsées des différentes parties prenantes. Oui, être transparent, quand je te compléterai, Elodie, sur où on en est, à quelle étape on en est. L'organisation, voilà, on n'est pas parfait du premier coup, donc en fait, savoir expliquer ça. Peut-être que on peut sensibiliser et en même temps dire voilà, mais on a nos référents qui vont être formés dans les mois qui viennent, etc. Il peut y avoir voilà, tant qu'on explique où on en est dans son processus, je trouve que c'est plus facile et plus entendable pour les équipes. Je termine juste, on pourra répondre parce qu'il y a des questions très intéressantes de Béatrice aussi, je vois. Voilà, voilà, après on terminera sur la présentation, mais à quel niveau nous on peut vous accompagner? Vous avez rencontré Elodie, François, Marine, on a tout un réseau d'intervenants, on a également Rimond, on a d'autres un peu partout en France qui peuvent vous accompagner soit sur de la sensibilisation, soit sur de la formation sur ces sujets-là, ou de la structuration, donc davantage sur la question des diagnostics, ou même de mettre en place un baromètre sur ce sujet, si vous êtes une organisation qui souhaitait faire un état des lieux de la situation dans votre structure, ou de l'accompagnement sur les enquêtes. Je vais pas rentrer dans le détail là. Sur la formation aussi, on a des formations, voilà, soit pour les salariés, soit pour les managers, soit spécifiques pour les référents, ou de la formation à la conduite d'enquête. Voilà, donc on fait de la formation sur mesure en fonction des besoins que vous pouvez avoir. N'hésitez pas à ce moment-là à revenir vers nous. Je vais vous mettre les coordonnées de Marion, Camille, notre site, pour que vous puissiez voilà, avoir une de nos chargées de projet pour après en discuter avec Elodie, François ou Marine ou d'autres encore du réseau et réfléchir ensemble à comment on peut vous aider. Je te laisse, Elodie, répondre aux dernières questions parce qu'on déborde un petit peu. Ouais, pour celles et ceux qui peuvent être encore là. Alors, je reprends, mais il y avait la question, peut-on mener une enquête si la victime ne veut pas témoigner? Alors, c'est quand même une question juridique qu'il faut... Moi, je vais y répondre avec des pincettes parce que je ne suis pas juriste, mais ce qu'on peut dire, c'est que souvent, on se dit, oui, voilà, s'il n'y a pas, si la victime refuse s'il n'y a pas de victime, en fait, officiellement, on ne peut pas aller plus loin. Donc oui, par exemple, au pénal, c'est le cas. En fait, quand même, ce que peut faire l'employeur si
plusieurs témoins, ou s'il a assisté déjà à un fait, bien sûr, en tant que témoin, il a quand même cette obligation, encore une fois, de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Donc, il doit pouvoir alors soit mener une enquête, soit réagir tout simplement sur la base des éléments dont il dispose. Donc, en fait, on parlait d'enquête disciplinaire, mais il y a d'autres types d'enquêtes. Une enquête risque psychosocial, une enquête ciblée, même sur une situation de travail. Si on a eu, en tant qu'employeur, à un moment, soit on a assisté, encore une fois, soit on a eu des échos d'un risque, oui, on est obligé et on peut donc complètement réagir, aller investiguer ce qui se passe pour limiter le risque pour la santé de la personne. Est-ce que j'oublie quelque chose? Je regarde en même temps, mais effectivement, après, autre cas de figure quand même, si la victime, dans une situation de violence, refuse de témoigner, mais qu'il y a des preuves écrites, des messages, ou des aveux aussi d'ailleurs, parfois ça arrive, plusieurs témoignages concordants, l'employeur peut quand même dresser une sanction à la mesure, toujours des faits. Voilà. Par contre, si la seule preuve possible, c'est le témoignage de la victime et qu'elle refuse de parler, c'est là où ça devient plus compliqué, effectivement, de caractériser les faits. Et si on peut les caractériser, il y a un risque pour la santé, donc il faut réagir. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà. Moi, je te comprends, Élodie. En tout cas. Je voyais une dernière question. Comment on fait pour préserver l'anonymat dans des petites structures? Est-ce que tu as des outils? L'anonymat, la confidentialité ou l'anonymat? Parce qu'en fait, ça dépend de quoi on parle. De toute façon, la confidentialité, en tout cas, elle est attendue sur les auditions, en fait, en réalité. Moi, ce que je crois beaucoup, c'est qu'au final, le plus simple, et notamment dans les petites structures, mais même dans toutes les structures, en réalité, quand on dit communiquer pendant l'enquête, sur la tenue de l'enquête, c'est peut-être ça, c'est expliquer la confidentialité pour que les gens la comprennent, en fait. Si on ne la comprend pas, la confidentialité, on va avoir envie d'aller chercher, d'avoir des infos, pour ne pas passer à côté. Voilà. Donc, moi, je crois beaucoup à cette idée d'expliquer l'enjeu de la confidentialité pour toutes les parties prenantes, pour toutes les personnes même qui, en fait, alors évidemment, participent aux auditions, mais peut-être aussi aux personnes autour. Comprendre à quoi ça sert et que l'enjeu, ce n'est pas de protéger des auteurs ou des agresseurs, mais que c'est surtout de garantir une justesse, en fait, au fond. Éviter que les gens se préparent, garantir que la procédure se passe au mieux. Et en fait, plus on explique, je crois, plus on responsabilise les gens aussi, et notamment dans les petites structures, et plus on a de chances que les choses se fassent bien, tout simplement, dans le respect, encore une fois, de ce qui est attendu pour ce type de procédure. Pareil, je ne sais pas si je réponds, mais... Non, merci pour ces éléments. De toute façon, merci à toutes et à tous d'avoir posé, autant réagi. On sent qu'il y a plein de situations très particulières qui amènent des réponses, jamais tout à fait identiques. Et c'est pour ça on sent qu'on a besoin d'être accompagné. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent, ou même à un moment où vous voulez faire un entretien avec une personne de notre équipe pour voir où vous en êtes et vous situer, et voir quelles seraient les prochaines étapes utiles pour vous. Je remercie aussi Marine, François, Élodie, vraiment qui ont été super tout ce webinaire. Je vous souhaite un bon déjeuner aussi après tout ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter de votre côté? Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci pour toutes les questions, les interactions. Et à bientôt pour un prochain webinaire. On vous remercie. Très bonne journée à toutes et à tous. Oui, bonne journée. Merci.